Avez-vous déjà vécu un de ces moments qui coupent votre vie en deux? Une seule seconde qui divise tout ce que vous avez toujours connu en un avant et un après. Pour moi, ce moment est arrivé par un après-midi d'octobre, collant et silencieux. Le genre de jour où l'été refuse de lâcher prise. Je me tenais sur mon porche. Ce même porche où j'avais regardé mon fils Lewis faire ses premiers pas. Où je l'avais salué pour son premier jour d'école. Maintenant, il n'y avait plus que moi. Le bourdonnement tranquille des cigales. Et les fantômes de souvenirs qui étaient devenus mes compagnons constants depuis que nous l'avions enterré il y a 6 mois. Mon nom est Betty Miller. J'ai 62 ans. Je suis née ici, au bord du lac Meridian. Dans cette petite ville de l'intérieur où tout le monde connaît tout le monde. J'ai passé ma vie entière dans cette maison. J'ai élevé mon fils ici. Et c'est ici même que je vais vous raconter l'histoire la plus terrifiante et la plus belle de ma vie. Avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose, si vous le pouvez. Cliquez sur le bouton « J'aime cette vidéo », car ces histoires de famille et d'amour doivent être partagées. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis très heureuse de savoir qu'il y a des gens de partout qui m'écoutent et qui comprennent que l'amour d'une grand-mère peut sauver des vies. Je dois revenir dans le temps pour que vous compreniez tout correctement. Je dois revenir à cet après-midi d'octobre. Il y a 5 ans maintenant. La vieille horloge de la cuisine, celle qui avait appartenu à ma mère, venait de sonner 4h45. J'avais versé ma 2e tasse de thé de l'après-midi, essayant de trouver un petit réconfort dans ce rituel familier. Le lac Meridian s'étendait devant moi, calme et lisse comme un miroir. Reflétant le ciel lourd et brumeux, j'étais une femme seule dans une grande maison. Mon mari était parti depuis des années. Mon fils Lewis, mon unique enfant, l'amour de ma vie, était décédé dans un accident de voiture 6 mois plus tôt. Sa femme Cynthia avait déménagé quelque part en ville. Je ne la voyais presque jamais. Et cette solitude, ce silence de la maison, était devenu mon quotidien. Mais ce jour-là, tout a changé. C'est alors que je l'ai vue, l'éclair d'argent déchirant la vieille route de terre qui longeait le bord de l'eau. C'était la voiture de Cynthia, la veuve de mon fils. Elle conduisait avec une imprudence qui m'a fait dresser les poils sur les bras. Le moteur gémissait en protestation. Un son tellement déplacé dans le calme de l'après-midi. Quelque chose n'allait pas, profondément, terriblement pas. On ne conduit pas sur cette route. Toute de gravier et de nids de poules. Comme si on fuyait le diable lui-même. À moins qu'on ne le fasse vraiment. Elle a freiné si fort que la voiture a fait une queue de poisson. S'arrêtant juste avant l'eau. Un nuage de poussière brune et épaisse s'est élevé. Et j'ai instinctivement levé ma main à ma bouche. Le mouvement brusque a fait tomber ma tasse de thé de la rampe. Elle s'est brisée sur les planches du porche. Mais le son a à peine enregistré. Mes yeux étaient fixés sur elle. Cynthia a ouvert sa portière d'un coup sec et est sortie en trébuchant. Ses mouvements frénétiques et saccadés. Elle portait une simple robe grise. Celle que Lewis lui avait offerte pour leur anniversaire. Ses cheveux noirs étaient un désordre emmêlé. Et son visage était rouge et bouffi. Une toile de larmes ou de rage. Ou peut être les deux. D'un geste violent, elle a ouvert le coffre et en a sorti quelque chose. Mon cœur a fait un bond douloureux. C'était la valise, un bel étui en cuir brun que je leur avais offert comme cadeau de mariage. Pour que vous puissiez porter vos rêves partout, leur avais-je dit, me sentant si pleine d'espoir ce jour-là. Comme ces mots semblent stupides maintenant. La valise était lourde. Je pouvais le voir dans la tension de ses bras, la façon dont tout son corps s'affaissait sous son poids. Elle a regardé autour d'elle, ses yeux dansant d'avant en arrière avec ce regard sauvage et acculé que je n'oublierai jamais. Puis elle a commencé à marcher vers l'eau, ses pas maladroits et laborieux, comme si elle traînait le poids de tous les péchés du monde. « Cynthia », j'ai crié, mais ma voix a été avalée par le vaste air vide entre nous. Elle ne m'a pas entendu ou ne voulait pas m'entendre. Elle a balancé la lourde valise 1 fois, 2 fois, et au 3e effort, elle l'a lancée dans le lac. Elle a frappé l'eau avec un éclaboussement écœurant qui a fait s'envoler une volée d'oiseaux dans le ciel. Pendant un moment, elle a juste flotté là, une cicatrice sombre sur la surface placide du lac, avant de commencer sa descente lente et délibérée. Sans un second regard, elle s'est retournée et a couru vers sa voiture. Le crissement des pneus sur le gravier fut le dernier son que j'ai entendu avant qu'elle ne disparaisse sur la route.
ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière persistant et un silence plus terrifiant que n'importe quel cri. C'est drôle. Les choses que votre esprit fait dans un moment de choc pur. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, j'étais figé. Mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux venaient de voir. Cynthia, la valise, son désespoir. C'était un puzzle dont je ne pouvais pas assembler les pièces. Puis un frisson, froid et tranchant, malgré la chaleur, s'est frayé un chemin dans mon dos, avant même que je ne prenne une décision consciente. Mes jambes bougeaient. J'ai couru. Je n'avais pas couru comme ça depuis 30 ans. J'ai dévalé les marches du porche. Mes vieux genoux hurlant de protestation. Ma poitrine brûlant pour de l'air. J'ai couru à travers la cour et sur le sentier de terre. Les petites pierres pointues s'enfonçant dans les semelles de mes sandales. Les 100 mètres environ jusqu'au lac m'ont semblé être 1 kilomètre. Quand j'ai atteint le bord de l'eau, j'étais haletante. Mon cœur martelant contre mes côtes comme un oiseau piégé. La valise était encore visible, flottant juste sous la surface alors qu'elle coulait lentement. Sans penser à ma robe ou à mes chaussures, je suis entré dans l'eau. L'eau était d'un froid choquant. Un choc qui m'a traversé de part en part. Elle a trempé mes vêtements, montant de mes genoux à ma taille, alors que la boue épaisse au fond essayait de voler mes sandales. J'ai tendu le bras, mes doigts effleurant à peine l'une des sangles de cuir. J'ai réussi à l'attraper et à tirer. Elle était incroyablement lourde. Bien plus lourde que n'importe quel bagage de vacances ne devrait l'être. Une pensée sombre et horrible a commencé à se former dans mon esprit. Une pensée que j'ai désespérément essayé de repousser. J'ai tiré de toutes mes forces, mes bras tremblants sous l'effort. Et finalement, j'ai commencé à la traîner vers le rivage. C'est alors que je l'ai entendue. Un son étouffé et faible venant de l'intérieur. Mon sang s'est glacé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que ce ne soit pas ce que je pense. Ai-je murmuré, les mots se coinçant dans ma gorge. J'ai traîné la valise le reste du chemin jusqu'à la berge boueuse et je suis tombé à genoux à côté d'elle. Mes mains, maladroites et tremblantes, ont tâtonné avec la fermeture éclair mouillée. Elle était coincée. Allez, allez, ai-je marmonné entre mes dents serrées. Les larmes de frustration et de terreur brouillant ma vision, avec un dernier effort désespéré. La fermeture éclair a cédé. J'ai soulevé le couvercle, et le monde a simplement disparu. Mon souffle s'est arrêté, mon cœur s'est arrêté, et un cri que je ne pouvais pas exprimer est mort dans ma gorge. Là, enveloppé dans une couverture bleue claire détrempée, se trouvait un bébé, un nouveau-né, si petit, si fragile, et si complètement immobile. Avez-vous déjà ressenti un silence si profond qu'il rugit dans vos oreilles? C'était le silence que j'ai ressenti en regardant la peau pâle et cireuse et les lèvres teintées de violet du bébé dans la valise. Ses petits yeux étaient fermés, et il ne bougeait pas. Pas même un tressaillement. Une vague de nausée m'a submergé, avec des mains qui tremblaient si fort que je pouvais à peine les contrôler. Je l'ai doucement soulevé. Il était froid. Un froid profond et pénétrant qui parlait de l'eau sombre du lac. Et il ne pesait presque rien. Sa petite tête, pas plus grosse qu'une pêche mûre, tenait parfaitement dans la paume de ma main. J'ai vu que son cordon ombilical était encore attaché, noué non pas avec une pince médicale stérile, mais avec un simple morceau de ficelle. Un détail horrifiant qui criait une naissance secrète et désespérée. Non, 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 ai-je psalmodié sous mon souffle, le berçant doucement sans même m'en rendre compte. J'ai pressé mon oreille contre sa petite poitrine immobile, priant pour un son. N'importe quel son. Rien. Juste le silence rugissant, dans un dernier acte désespéré. J'ai pressé ma joue contre son nez. Et puis je l'ai senti. Une bouffée d'air si faible, si fugace, que j'ai cru l'avoir imaginée. Mais elle était là encore. Il respirait. C'était un fil de vie si mince qu'il était presque imperceptible. Mais il était là. Ce simple souffle fragile a suffi. Une poussée d'adrénaline que je ne savais pas posséder m'a traversée. Je me suis relevé en trébuchant, serrant le bébé contre ma poitrine. Et j'ai couru. J'ai couru vers ma maison plus vite que je n'avais couru vers le lac. Mes vêtements mouillés collant à moi. Mes pieds nus, saignant des pierres pointues sur le chemin. Je ne sentais rien de tout cela. Il n'y avait que la terreur, l'urgence, et le besoin écrasant de sauver cette petite vie tremblante.
J'ai fait irruption par la porte de ma cuisine. Ne sachant pas si je criais à l'aide ou si je faisais juste des sons incohérents de panique, tenant le bébé d'un bras, j'ai attrapé le téléphone de son support et j'ai maladroitement composé le 911. Mes doigts glissant sur les boutons mouillés. 911. Quelle est votre urgence? Une voix féminine calme a demandé à l'autre bout. Un bébé et je sanglotais. Les mots se bousculant dans une précipitation. J'ai trouvé un bébé dans le lac. Il ne respire pas bien. Il est froid. Il est violet. S'il vous plaît. Vous devez envoyer de l'aide. L'opératrice m'a guidé. J'ai posé le bébé sur ma table de cuisine après avoir tout balayé d'un coup violent de mon bras. Assiette? Courrier. La vieille boîte de recettes de ma mère. Tout s'est écrasé sur le sol. Mais je n'y ai même pas pensé. Suivant ses instructions, j'ai commencé les compressions thoraciques avec 2 doigts. Si doucement, si prudemment, terrifié de briser ses côtes minuscules. 1, 2, 3, 4, 5. Ai-je compté à voix haute, les larmes coulant librement sur mon visage. Puis, j'ai soufflé 2 petites respirations dans sa bouche minuscule. Encore et encore. Je ne sais pas combien de temps je l'ai fait. Le temps n'avait plus de sens. Et puis, un miracle. Un petit cri faible, puis un autre. Plus fort cette fois, ses petits poings se sont contractés. Et il a laissé échapper un cri. Fragile, mais incroyablement beau. J'ai éclaté en sanglots de soulagement, le prenant dans mes bras et le pressant contre ma poitrine. Merci. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, ai-je murmuré encore et encore. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Ils ont emmené le bébé et ont insisté pour que je vienne aussi. Car j'étais en état de choc et trempé jusqu'aux os. À l'hôpital, le bébé a été emmené d'urgence dans l'unité de soins intensifs néonatales. Les médecins m'ont dit qu'il était miraculeux qu'il soit encore en vie. La police est venue me poser des questions. J'ai tout raconté. Cynthia. La valise. Le lac. Ils ont commencé à chercher Cynthia immédiatement. Mais elle avait disparu. Les jours suivants sont passés dans un brouillard. Le bébé, que les médecins ont appelé John Doe en attendant, se battait pour sa vie. J'allais à l'hôpital tous les jours, restant assise à côté de son incubateur, lui parlant, lui chantant des berceuses. Les infirmières me laissaient le tenir quand il était assez stable. C'est pendant ces heures silencieuses que j'ai appris quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Les tests ADN ont révélé que ce bébé était mon petit-fils. Le fils de Lewis et Cynthia. Mon Lewis avait laissé un enfant derrière lui. Et cette femme monstrueuse avait essayé de le tuer. Quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis effondrée. Toute la douleur de perdre Lewis. Toute la rage contre Cynthia. Et maintenant, cet amour écrasant pour ce petit être qui était une partie de mon fils. Je savais à cet instant que je ferais tout pour le protéger. Les semaines sont devenues des mois. Cynthia n'a jamais été retrouvée. Malgré les recherches intensives, elle s'était volatilisée. Mais le bébé, mon Hector, comme je l'ai nommé d'après le grand-père de Lewis, devenait plus fort chaque jour. Obtenir la garde n'a pas été facile. Les services sociaux avaient des questions. Comment une femme de 62 ans pouvait-elle élever un nouveau-né? Mais j'ai lutté. J'ai engagé un avocat. J'ai montré les preuves de la tentative de meurtre de Cynthia. J'ai montré que j'étais la seule famille que cet enfant avait. Et finalement, après des mois de bataille juridique, le juge a souri et a dit « Madame Miller, je vous accorde la garde complète et permanente de votre petit-fils, Hector. » Ce jour-là, en tenant Hector dans mes bras à l'extérieur du tribunal, j'ai ressenti un sentiment de retour au foyer si profond qu'il m'a coupé le souffle. Les nuits blanches et l'inquiétude constante des semaines qui ont suivi étaient implacables. À 62 ans, je n'avais pas l'énergie débordante que j'avais eue avec Lewis. Mais ensuite, il y avait ces moments de joie pure et sans mélange. La première fois qu'Hector m'a souri, la façon dont il se calmait au son de ma voix, la sensation de son corps chaud et endormi, niché contre ma poitrine. Un soir, en triant une boîte de vieilles affaires de Lewis, j'ai trouvé son journal. La dernière entrée, écrite le jour de sa mort, a brisé mon cœur à nouveau. Cynthia m'a menacé aujourd'hui. Avait-il écrit « Je vais parler à maman demain. Tout lui dire.
Je sais juste que je ne peux pas laisser Cynthia faire du mal à notre enfant. Je le protégerai toujours. Il n'en a jamais eu l'occasion. Mais maintenant, j'avais ces mots. La preuve de sa préméditation, un autre clou dans son cercueil, et je m'y accrocherai jusqu'au jour où elle serait retrouvée. Avez-vous déjà décroché le téléphone et ressenti un frisson vous parcourir l'échine avant même d'entendre la voix à l'autre bout? C'est ce qui s'est passé un soir. Près de 2 mois après avoir ramené Hector à la maison. Je lui donnais son biberon quand le téléphone a sonné. Un numéro inconnu clignotait sur l'écran. Quelque chose m'a poussé à répondre. Pendant un moment, il n'y eut que le silence. Puis une voix basse et familière qui m'a glacé le sang. « Betty. » C'était Cynthia. J'ai failli laisser tomber le biberon. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je réussi à dire. Ma voix, un murmure étranglé. Elle a ri. Un son complètement dépourvu de chaleur. « Je veux mon fils, » a-t-elle dit. « Et je veux mon argent. » Tout ce que Lewis a laissé pour le bébé. L'audace de tout cela m'a laissé sans voix. « Tu as essayé de le noyer. » Ai-je sifflé. C'était une erreur. A-t-elle dit, sa voix d'un calme glaçant. J'étais paniqué. Mais je vais mieux maintenant. Et je suis sa mère. J'ai plus de droits que toi. Mon esprit s'est emballé. J'ai mis l'appel sur haut-parleur et d'une main libre, j'ai réussi à démarrer un enregistrement sur mon téléphone portable. Elle a exposé ses exigences. Hector et un demi-million de dollars à livrer à l'ancien entrepôt, abandonné près du lac. Si je vois un seul flic, je disparais. A-t-elle menacé. Et je trouverai un moyen de récupérer mon fils finalement. La ligne s'est coupée. J'ai immédiatement appelé la détective Salazar et lui ai envoyé l'enregistrement. C'est ça, a-t-elle dit. Sa voix tendue d'anticipation. Nous allons tendre un piège. Le plan était terriblement simple. J'irais à la rencontre. Je porterais un micro. La police serait cachée, entourant l'entrepôt, attendant qu'elle montre son visage. Hector, bien sûr, ne serait nulle part près de là. Il serait en sécurité avec Héloïse, ma voisine. Les 24 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Dire au revoir à Hector, même pour quelques heures, c'était comme arracher un morceau de mon âme. La police a installé un centre de commandement dans mon salon, repassant le plan encore et encore. Ils m'ont équipé d'un micro minuscule et d'un bouton de panique. Vous ne serez pas seul là-dedans, a promis Fatima. Ses yeux sombres, sérieux. J'écouterai chaque mot. Alors que minuit approchait, j'ai conduit jusqu'à l'entrepôt. Mon cœur, un tambour frénétique contre mes côtes. L'endroit était un squelette de ce qu'il avait été autrefois. Sombre et en décomposition, exactement à minuit. Mon téléphone a vibré avec un texto. Entre seuls. J'ai poussé la porte grinçante et je suis entré dans l'espace caverneux et noir comme la poix. Cynthia, ai-je appelé. Ferme la porte. A-t-elle, elle répondu depuis les ombres. Alors que mes yeux s'ajustaient, je l'ai vue debout au centre de la vaste pièce. Elle avait l'air différente, plus mince, avec des cheveux courts et blonds décolorés. Mais la froideur dans ses yeux était la même. Où est le bébé a-t-elle exigé. Je veux savoir pourquoi d'abord. Ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Pourquoi as-tu tué mon fils? Elle a ri de ce terrible rire vide à nouveau. Pour l'argent? Betty, c'était toujours pour l'argent. Lewis était un imbécile romantique. Je voulais la liberté. Elle a tout avoué. Embauché le mécanicien. Planifié l'accident. Sa décision sans cœur de se débarrasser du bébé qui se tenait entre elle et son héritage. Elle en parlait comme si c'était une simple transaction commerciale. Chaque mot était un poignard dans mon cœur. Mais je savais que la police entendait tout. Tu es un monstre. Ai-je murmuré. Et toi, tu es une imbécile. A-t-elle ricané. Maintenant, où est Hector? C'est alors que j'ai vu le pistolet dans sa main. Petit et noir. Et pointé directement sur moi. Tu ne le toucheras jamais. Ai-je dit? Ma voix résonnant avec une conviction que je ne savais pas posséder. Mon pouce a trouvé le bouton de panique. Je l'ai pressé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son doigt s'est resserré sur la gâchette. J'ai vu l'éclair, entendu le craquement assourdissant, et ressenti une douleur brûlante et blanche exploser dans mon épaule, alors que je tombais en arrière. Le monde a éclaté dans un chaos de lumière aveuglante et de voix criantes. Police,
Lâchez l'arme. Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes brutalement et Cynthia était entourée. C'était fini. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. L'odeur familière d'antiseptique remplissant mes narines. La balle avait manqué tout ce qui était vital. Un fait que les médecins ont appelé un miracle. Héloïse était assise sur une chaise à côté de moi, tenant un Hector paisiblement endormi. Mon cœur s'est gonflé d'un soulagement si profond que j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau après des mois à retenir mon souffle. Fatima est passée plus tard. Cynthia avait été accusée d'une liste de crimes qui garantirait qu'elle passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Le procès a été rapide. Mon enregistrement et sa confession à l'entrepôt ont scellé son sort. Justice pour Louis avait enfin été rendue. Les mois qui ont suivi ont été remplis de guérison, de la physiothérapie pour mon épaule et une lente réparation émotionnelle de mon cœur brisé. L'audience finale du tribunal était à 1000 lieues de la première. La même juge qui m'avait regardé avec tant de sévérité souriait maintenant chaleureusement. Madame Miller. Athée, elle dit, sa voix gentille. Je vous accorde la garde complète et permanente de votre petit-fils. Hector. Elle m'a ensuite autorisé à commencer les procédures d'adoption. Il était à moi légalement. Complètement et pour toujours. Les années depuis lors ont été un tourbillon de genoux écorchés, d'histoires au coucher et de fêtes d'anniversaire. Hector a 5 ans maintenant. Un garçon brillant et joyeux, avec les yeux gentils de son père et un rire qui peut remplir toute la maison. Je lui raconte des histoires sur son papa tout le temps. Sur quel homme brave et aimant il était. L'obscurité de la façon dont il est entré dans ma vie est une histoire pour un autre jour, quand il sera beaucoup plus âgé. Pour l'instant, son monde est fait de soleil, d'amour et de la protection inébranlable de sa grand-mère. Parfois, quand je le regarde jouer dans la cour, je repense à cet après-midi terrifiant au bord du lac. Je pense à comment un seul moment d'un mal indicible a été répondu par un amour qui refusait d'être éteint. J'ai appris qu'on peut passer sa vie entière à côté d'une personne et ne pas la connaître vraiment. J'ai appris qu'un secret gardé, c'est comme du poison qui finit par tuer tout ce qu'il touche. J'ai appris que le mal existe, qu'il peut prendre le visage de quelqu'un qu'on pensait connaître. Mais j'ai aussi appris qu'on est plus fort qu'on l'imagine, qu'un amour véritable peut soulever des montagnes, peut arracher la vie aux mâchoires de la mort, et que parfois, notre plus grand but dans la vie nous trouve dans les moments les plus inattendus. Aujourd'hui, j'ai 67 ans, mes genoux craquent quand je me lève le matin. Mes cheveux sont complètement blancs, mes mains sont ridées et marquées par le temps. Mais savez-vous quoi? Je suis libre, libre de la douleur qui m'écrasait, libre de l'impuissance que je ressentais après la mort de Lewis. Libre parce que j'ai trouvé un nouveau but. Les gens de la ville m'appellent une héroïne. Mais je ne me sens pas comme une héroïne. Je suis juste une grand-mère. Et ce que j'ai appris à travers tout cela, c'est que l'amour d'une grand-mère est une chose tranquille et régulière. Mais quand il le faut, il peut être la force la plus puissante sur Terre. C'est un amour qui peut arracher des miracles de l'eau et construire une belle nouvelle vie des cendres de la tragédie. Si vous qui m'écoutez maintenant vivez une vie qui ne vous rend pas heureux, si vous acceptez moins que ce que vous méritez, si vous gardez des secrets qui vous empoisonnent, je vous dis une chose, ouvrez votre valise. Regardez ce qui est enfermé là-dedans. N'attendez pas autant que moi. N'attendez pas qu'il soit presque trop tard, parce que la vie est trop courte. Et l'amour, le véritable amour, celui qui sauve des vies et qui construit des ponts là où il n'y avait que des ruines. Cet amour mérite d'être vécu pleinement, sans peur, sans secret, sans regret. Et chaque jour que je passe avec mon précieux Hector, je remercie Dieu pour cet amour, pour ce moment où mes jambes de 62 ans ont couru plus vite qu'elles ne l'avaient fait depuis 30 ans, pour ce moment où j'ai choisi de ne pas abandonner, même quand tout semblait perdu. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre,